Bon sabbat. Nous t'adorons, ô Père. Un jour tout près du Seigneur, c'est mieux que d'être ailleurs, dans nos stress, dans le travail, dans la vie de tous les jours. On stresse, ça nous met au bout de la vie. Mais tout près de Dieu, on est bien. On est bien d'être tout près de lui que d'être ailleurs. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que Dieu notre Père nous bénisse. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe, tu me réjouis par ce que tu as accompli, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Oui, Éternel, sois loué et adoré, sois béni, sois accepté dans nos cœurs, sois présent.
Nous voulons que ton esprit règne sur nous et que ce matin, nous puissions entendre ta voix, nous puissions vraiment sentir ta présence pour que notre âme, notre esprit et notre corps soient guéris par toi pour que nous puissions vraiment être en ta présence. Nous te voulons aussi présenter sur les mains de la foi tous ceux qui ne sont pas présents ici. Nous voulons qu'eux aussi ils sentent ta présence et qu'ils soient animés par ta vie, par ton amour. Nous voulons que tu les guéris, que tu les restaures et que tu les guides ici sur les chemins pour qu'ils puissent être aussi dans tes parvis. Merci Seigneur pour nous avoir réunis ici et nous voulons que tu bénis aussi celui qui va prêcher en ton nom et que ta parole sorte de sa bouche et pour qu'elle nous fortifie et nous ranime. En ton nom je te demande tout ça et je te remercie. Amen. J'invite Jade de venir ici pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Merci Jade. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Merci beaucoup Jade. Aujourd'hui c'est Caetano Rivero qui va nous parler au sujet de ce texte et comme vous allez voir, c'est le thème de marcher avec lui avec un lettre grand. Bon, ça va ? Vous allez bien ? Moi, si je dois être totalement honnête avec vous, je sens que mes jambes, elles tremblotent un peu, mais c'est un vrai plaisir de me retrouver à nouveau devant vous. Ça fait quelques fois que notre cher pasteur me dit « Écoute, Caetano, ça fait longtemps, c'est quand que tu reprêches à l'église ?» Et à chaque fois « Oui, oui !» Et je me suis dit, quand j'ai accepté, il faudra quand même un jour que je puisse venir prêcher, mais pas en bleu. Parce que le bleu, j'ai l'impression que c'est la seule tenue que j'ai quand je viens à l'église. Donc un jour, je ne dis pas la semaine prochaine, mais un jour, vous me verrez autrement qu'en bleu devant le pupitre. En costume ? Je vais mettre mon 31. Alors, je voudrais... le titre que j'ai choisi pour la prédication, c'est un message qui me tenait à cœur. Je m'étais dit c'est une occasion unique de pouvoir partager quelque chose qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie, principalement ces dernières années. Et donc c'est pour ça que je remercie Jade pour la lecture de ce texte dans Proverbe 3, celui de reposer sa confiance en l'Éternel. Et alors, hop, excellent. Alors malheureusement, vous arrivez à lire ? C'est bien ? Excellent. Je m'étais dit à tout moment, il n'arrive pas à lire et ça va être catastrophique. Mais vous arrivez à lire. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vraiment encore découvert comment je fonctionne dans divers projets, la structuration, l'organisation, les dossiers Excel, c'est quelque chose qui me définit, qui me tient à cœur. Et je pense que ça reflète beaucoup un besoin en moi d'avoir un certain contrôle sur ce que je fais de ma vie. Et ce besoin, à différents degrés pour vous et pour nous, je pense que c'est un besoin qui est partagé. De pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on veut faire. On planifie beaucoup de choses, on planifie des études, on planifie le travail, on planifie des projets personnels, projets d'église, on planifie des vacances. Je pense que vous avez planifié ce que vous ferez demain. On fait des calendriers, on fait des listes, des itinéraires. Et quand on planifie, on se dit « ça va se passer comme c'est prévu ». Et ce que je dis souvent aux animateurs avec qui j'anime,
pour un camp avec la fédération en été, je leur dis, la clé d'un bon animateur, c'est l'adaptation, parce que ça ne se passera jamais comme prévu. Et je pense que dans la vie, c'est à peu près la même chose. On ne contrôle pas tout. Il suffit seulement d'un événement inattendu, un changement soudain, une difficulté imprévue, et tout ce qu'on a planifié, c'est bouleversé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser une question fondamentale. Sur quoi se repose réellement notre confiance ? Et c'est exactement ce que le texte qu'on a lu ensemble nous pose comme question. Il nous invite à pratiquer quelque chose qui est simple à comprendre, mais en application, c'est pas si facile. Faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas le chemin. Alors, je vais vous poser une petite question. Imaginez-vous, j'ai beaucoup d'argent et je vous dis, écoute, je vais t'offrir 2 tickets, 2 billets d'avion, destination à un des plus beaux pays du monde, au hasard, le Mexique. Et vous pouvez choisir une personne avec qui vous voulez aller là-bas. Qui serait cette personne ? Alors réfléchissez, parce que je vais en poser à quelques-uns, vous allez devoir répondre. Lydie, qui est-ce que tu invites ? Alba ? Excellent, la meilleure amie. Alors, je regarde les yeux. Isabelle, qui est-ce que tu invites au voyage ? Nicole. Au hasard, mon frère, Yoann. Qui est-ce que tu invites au voyage ? Ta copine. Bonne réponse. Quand on réfléchit qui est-ce qu'on veut inviter à un voyage, on essaie de choisir la meilleure personne. Une personne que l'on connaît, en qui on a confiance, en qui on aime. Parce que je vous invite à l'essayer. Enfin, je vous invite pas vraiment, mais si vous avez un jour l'occasion d'aller en voyage avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, les risques qu'il y ait des petites tensions, qu'il y ait des problèmes, des imprévus, l'expérience sera moins agréable que si vous partez avec quelqu'un qui compte cher à votre cœur. Et la vie chrétienne, ça ressemble beaucoup à ça. Dieu ne projette pas un voyage sans imprévu, très loin de là, mais il nous invite à le choisir comme compagnon de route. Alors, vous voyez le texte, je me suis un peu chauffé. Ces derniers mois, j'ai découvert un site qui me permettait aussi de pouvoir voir les référencements des textes en hébreu qui sont utilisés pour les différents versets bibliques. Et je me suis dit, ce verset, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de comprendre un peu plus quelles sont les terminologies utilisées, et pas uniquement la traduction. Que celle dont j'utilise, c'est souvent Louis II. Et alors, je vous propose avec moi de décortiquer de manière assez humble les différents mots qui, je pense, sont assez pertinents de comprendre dans la profondeur. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas forcément, je vous invite à rejoindre William, qui, lui, c'est un pro dans tout ce qui est hébreu. Et dans ma prononciation, William, pardonne-moi déjà, je vais faire de mon mieux. Alors, ici nous avons le verset numéro 5, et vous avez vu, avec les couleurs, ça reprend à chaque fois le terme qui a été utilisé en hébreu. Le mot qui est utilisé pour « confie-toi », c'est « batar ». D'accord ? Ce mot, ça signifie se sentir en sécurité, se reposer sur quelqu'un, placer sa confiance totale. Dans l'Ancien Testament, il est souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui se réfugie derrière un mur solide dans une ville fortifiée. Autrement dit, ce terme nous fait comprendre que Dieu ne nous demande pas simplement de croire en lui, mais il nous invite à faire de lui notre propre sécurité. Le deuxième terme, cœur, qui se dit leiv, n'est pas uniquement le siège des émotions, bien au-delà, c'est le fort intérieur, c'est le centre des choses, l'esprit, la pensée, la conscience. Il ne nous demande pas une confiance partielle, il nous demande une confiance totale. Le dernier terme que je voulais un peu plus découvrir, c'est s'appuyer. Le verbe utilisé, c'est sha'en, qui signifie littéralement s'appuyer sur quelque chose pour être soutenu, comme quelqu'un qui s'appuie sur un bâton. Ici, la Bible nous met en garde. On ne doit pas fonder notre propre compréhension comme notre soutien principal. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, notre vision est quand même limitée. On l'a vu dans la Bible, par exemple, avec l'histoire de Joseph. On ne comprend pas pourquoi autant de choses négatives lui arrivent. Mais Dieu voit beaucoup plus loin que ce que nous pouvons apercevoir. Il avait un plan pour Joseph.
Le verset numéro 6, 3 nouveaux termes, reconnais-le, aplanira, sentier. Donc reconnaître, yadé, ce n'est pas uniquement penser à Dieu, mais plutôt connaître Dieu de manière personnelle, relationnelle, le reconnaître comme guide, l'inclure activement dans toutes nos décisions. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une relation vécue. Le verbe aplanir, donc yashar, qui signifie rendre droit, rendre clair un chemin. Ça ne veut pas dire que les obstacles vont disparaître, mais que Dieu va diriger et éclaircir cette route. Et enfin, le dernier terme que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est le terme sentier, orash, qui est utilisé pour décrire le chemin, le mode de vie. Concrètement, si on essaie un peu de synthétiser avec cette analyse, ce passage n'annonce pas une vie sans difficulté, sans obstacle. Il invite plutôt à changer de posture intérieure, ne pas tout reposer uniquement sur notre propre jugement, mais entrer dans une relation de confiance qui nous donne une autre manière de comprendre et de traverser les situations qui arrivent sur notre vie. La vie ne devient pas plus facile, mais elle prend une direction plus claire, plus juste, même au milieu des obstacles. Et j'aimerais bien vous partager une anecdote, plutôt un témoignage, qui permet d'illustrer ces versets qui me tiennent à cœur. Alors, hop. Ici, vous pouvez voir une belle photo avec plein d'enfants en bleu. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est le Camporé de l'Union franco-belge en 2025. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément tout ce qui s'organise au niveau de la jeunesse. Donc laissez-moi un peu vous expliquer, donner du contexte. Tous les 4 ans, depuis 2016, la fédération adventiste de notre union, donc la France, la Belgique et le Luxembourg, organise un camp pour les jeunes au sud de la France, à Anduze, au Moulin de l'Hérold, où tous les jeunes sont invités à vivre quelques jours un moment fort en expérience spirituelle, de rencontres, et nous faisons plein d'activités. En 2016, j'ai participé à la première édition, mais ce n'est pas celle-ci que je veux vous partager, c'est celle qu'il y a eu 9 ans après, donc en 2025. Et donc, nous avons des jeunes qui viennent de la France, partout, de la Belgique, du Luxembourg si on a un peu de chance, mais nos amis aussi de la communauté francophone en Suisse sont invités, et donc on a plus ou moins 300, 400 jeunes, tous qui viennent au même endroit vivre un moment incroyable. Et donc, notre histoire ne commence pas en 2016, mais bien en août 2025. Plus précisément, le 4 août 2025, à la gare de Bruxelles-Midi. Pour savoir, j'étais invité et on m'avait demandé de faire partie de l'équipe d'animateurs qui accompagnerait tout le groupe de jeunes de notre fédération pour aller au sud de la France, être avec eux pendant les activités et revenir au nord, à la gare de Bruxelles-Midi. J'étais accompagné de 3 autres animateurs, que je vais citer leur totem parce que c'est comme ça que je parle avec eux. Il y avait Ara, il y avait Cocker et il y avait Saïmiri. Nous étions une équipe de 4 pour, en moyenne, une bonne vingtaine de jeunes. Quel était le plan initial ? Laissez-moi vous le dire. Départ prévu à 10h17, TGV direction Nîmes, arrivée à 15h27 à Nîmes, pour prendre le bus direction Anduze, au Moulin de l'Hérold. Arrivée finale prévue, 18h. Si je vous raconte ce plan de manière très précise, et si on réfléchit au verset que je vous ai cité, vous pouvez vous douter que le programme va avoir quelques péripéties. Nous arrivons déjà sur place à la gare de Midi à 8h30, parce que nous arrivons avant les jeunes avaient rendez-vous à 9h15, tous viennent de différents endroits, Courtrai, Anvers, Bruxelles, Namur, Louvain-la-Neuve. Ils viennent, ils nous donnent leur papier d'identité, autorisation de sortir dans un pays étranger. Tous les jeunes sont regroupés, tout le monde est là, super. On monte au quai, parce que gare du Midi, c'est le sous-sol, il y a les quais qui sont au-dessus. Nous montons au quai et nous sommes prêts à prendre le train. Quelques heures plus tôt, dans le groupe WhatsApp des animateurs, nous faisons des petites blagues pour savoir à quelle heure va arriver le premier problème. Et donc, Ara n'est pas contente, parce que c'est elle la responsable du voyage, donc elle ne veut pas de problème. Moi, j'avais prédit plus ou moins 9h27, premier souci. Et finalement, j'aurais dû gagner,
Parce que plus ou moins vers 10h, le contrôleur vient nous dire « Écoutez, le TGV, il va avoir 1 heure de retard. Pas de souci, il fallait s'y attendre, c'est des choses qui peuvent arriver. » Nous annonçons aux jeunes « Écoutez, on va attendre un tout petit peu, pas de souci, voilà. » Ils s'installent, ils réfléchissent, ils s'occupent d'une manière ou d'une autre. Et une vingtaine de minutes plus tard, le contrôleur fait chemin retour sur le quai et nous dit 2 heures, mais il va venir. Pas de souci, il fallait s'y attendre, c'est des choses qui peuvent arriver. Ara voit un groupe avec quelques personnes en chasuble rouge qui discutent avec beaucoup de passagers. On se pose des questions, elle va aller voir, on reste avec les jeunes, elle revient, mais le visage n'est plus très souriant. Elle convoque l'équipe d'animation, on se met sur le côté à l'écart, elle nous annonce « Le train, il va pas venir. C'est un souci, on ne s'y attendait pas, mais ça reste des choses qui peuvent arriver. » Et donc on se dit « C'est pas grave, potentiellement il y a un TGV plus tard qui pourrait nous permettre d'aller à Nîmes. » Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Avec Ara, nous descendons en bas, nous allons directement au niveau du guichet pour l'aide, pour savoir, quelles sont les options. On descend en bas, on voit une file d'une centaine de personnes, on se met directement dans la file. Et puis, finalement, sorti de nulle part, un nouveau guichet s'ouvre de la compagnie Notre TGV. Ni une ni deux, Ara va dans cette file, je reste à la file initiale, au cas où, on ne sait pas, ça ne sert à rien, on doit rester dans la file initiale. Elle parle un peu, et elle revient avec moi, elle me dit, en fait, c'est pas juste notre train qui est annulé. C'est tous les trains qui passent par la voie Lille-Paris-Nord qui sont annulés. Parce qu'il y a eu un poteau électrique qui est tombé, et donc, panne de courant, aucune possibilité de descendre. La situation n'est pas idéale. Nous faisons descendre les jeunes au sous-sol, à la gare, pour une question de sécurité. Nous ne leur disons pas encore qu'est-ce qui se passe, mais bon, les jeunes, ce sont des explorateurs, donc des adolescents, ils ont des téléphones, ils voient les nouvelles, et quelques-uns commencent à nous regarder en mode « Il va pas partir, le train ». On ne leur dit pas encore, mais la situation commence à se compliquer. On commence à faire des appels téléphoniques avec nos responsables de jeunesse, donc anciennement Philippe Leduc, qui est au niveau de l'Union, et Jérôme Rossi, qui est au niveau de notre fédération, pour leur dire qu'on a des petits soucis, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main ? Et avec plusieurs discussions, on se retrouve avec 2 options. Option numéro 1, vous me dites ce que vous pensez, ce que vous préférez. Option numéro 1, nous rappelons les parents qui ont déposé tôt les enfants pour qu'ils les ramènent à la gare de Midi le lendemain matin à 4h du matin, pour que l'on puisse prendre le TGV direction Nîmes à 5h du matin. Le tout sans savoir si le train va partir. Parce qu'il faut réparer la ligne entre Lille et Paris-Nord. La deuxième option, plus radicale, il n'y a pas de Belges au Camporé. On annule et on rentre chez soi. Et face à cette situation, on commence à réfléchir et se faire à l'idée, on ne va pas y aller. On ne va pas prendre le risque de récupérer les enfants, de les ramener super tôt le matin, alors qu'on est en pleine semaine, les parents travaillent, et on ne sait même pas si le train va partir. Et puis, Ara revient. Elle était censée chercher des cartes pour les jeunes, parce qu'on n'avait pas prévu qu'on allait attendre autant de temps à la gare de Midi. Et elle nous dit, j'ai croisé un contrôleur, et il m'a dit, vous pouvez aller à Lille si vous partez à Gand. Et donc, on explique comment ça se fait. Oui, non, si vous allez à Gand, vous aurez un train qui part à Lille, et à Lille, sûrement, vous trouverez quelque chose pour continuer vers le bas. Et donc, il nous montre l'application. Ouais, allez-y maintenant, on prend nos affaires, on se dit, bon, c'est maintenant ou jamais, c'est peut-être une occasion, peut-être que Dieu nous a fait quelque chose. On y va. On annonce aux explorateurs, les explorent, on va aller au sud, donc c'est pour ça qu'on va à Gand. Et alors, direction Gand, on est tout content, on arrive à la gare de Gand, toujours en construction. Nous attendons un gare pour prendre le train direction Lille. Ce n'est pas encore Nîmes, Lille. Nous voyons le train qui arrive, on entre dans le train, on n'était pas prévu d'entrer dans ce train, donc forcément, on arrive dans un train qui est bondé, beaucoup de gens ont suivi le mouvement, parce qu'on n'était pas les seuls à aller dans le sud. On se retrouve dans un wagon, il n'y a que des premières classes,
On n'a pas payé pour avoir première classe, mais on fait asseoir les enfants. Et Ara se dit, je vais quand même aller voir le contrôleur à l'intérieur pour demander si tout est OK. Elle va dans l'autre wagon et elle revient très 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 rapidement avec un regard pâle. Et elle me dit, il y a quelqu'un qui est en train de se faire réanimer de l'autre côté. Et là, plusieurs questions se posent au fond de nous, par ordre de priorité. Est-ce qu'on va pouvoir réanimer cette personne ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et après, est-ce qu'on va partir ? Parce que dans la situation où ça se passe mal, on ne part pas, mais aussi il y a une personne qui a sa vie en danger. Ces questions tournent dans notre tête, c'est le stress, et à un moment donné, le train commence à bouger. Et donc maintenant, des nouvelles questions arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a plus réanimé cette personne, on ne va pas partir si cette personne n'est pas réanimée. Enfin, il y a des priorités. Donc on regarde à travers la fenêtre et on essaie de voir si on reconnaît la personne. Et Ara a dit qu'elle a juste vu la personne tenir le chapeau de celle qui était réanimée. Donc j'ai essayé de mon côté de faire des recherches, peut-être des informations d'un journal ou quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de qu'est-il arrivé. Je me dis personnellement que si le train est parti, c'est que ça s'est bien passé. Parce que sinon, je n'aurais pas, moi, fait démarrer le train. Et donc, on se remet dans le bain, on est en direction de Lille. Wouhou, super. On va à Lille, et quand on arrive à Lille, très belle gare, nous ne savons toujours pas si nous pouvons descendre à Nîmes. Je rappelle que Nîmes n'est pas la destination finale. Mais on ne sait toujours pas si on peut aller à Nîmes, parce que la ligne est cassée. Et donc, nous arrivons avec une vingtaine de jeunes en chemise bleue, des gros sacs à dos et 4 animateurs en plein milieu. Tout le monde nous observe, parce que forcément, c'est un groupe qui n'est pas inaperçu, et qui ne passe pas inaperçu. Et alors, Ara va voir l'assistance pour demander, voilà, est-ce qu'on peut aller à Nîmes, même s'il y a un souci. Et forcément, comme on a un groupe qui ne passe pas inaperçu, tout de suite, un contrôleur vient nous voir pour demander « C'est vous le groupe de jeunes ?»« Oui, c'est nous. »« Vous avez des mineurs ?»« Oui, une vingtaine. » Ah, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette personne, elle va appeler le manager de la gare de Lille pour qu'il vienne tout de suite nous parler. Et il nous dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et ben, on est censé aller à Nîmes, un contrôleur nous a dit d'aller à Gand pour descendre, donc voilà, maintenant, il faut voir si on peut descendre encore. Et le manager, il nous dit, c'est un contrôleur qui vous a dit de venir ? Oui. Il n'aurait jamais dû vous dire de venir, parce qu'on n'a pas de train. Et alors, on leur dit, on nous a dit de venir, donc on est venu. Et donc forcément, il dit, oui, non, ils ont fait une erreur, mais maintenant c'est à notre responsabilité, parce que c'est nous qui vous avons dit. Et donc il dit, écoutez, je retourne dans mon bureau et j'essaie de trouver une solution. Et donc le manager de la gare retourne dans son bureau et nous, on attend. On attend, et on se dit, et s'il n'y a pas de train, qu'est-ce qu'on fait ? Philippe Leduc, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il fait des appels avec les membres de l'église de Lille pour savoir si, dans la possibilité où il y a un train le lendemain, on pourrait aller dormir dans leur église pour pouvoir ensuite revenir le lendemain matin, prendre le train et aller à Nîmes. Moi, dans ma tête, je réfléchis déjà, ok, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Quel est le magasin qu'on pourrait avoir au niveau des couverts ? Est-ce qu'on prend un truc qui se fait avec les mains ? Donc, on commence à réfléchir dans notre tête. Les jeunes sont très tranquilles parce qu'ils se disent, il y aura un train. Le manager revient et il nous dit quelque chose. Il y a un train test qui va aller de Lille à Paris-Nord. Donc, c'est pas garanti qu'il aille jusqu'au bout, mais c'est un train test. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ajouté un wagon pour que vous puissiez mettre vos jeunes à l'intérieur, première classe, mais bon, c'est un détail. Et par contre, quand vous serez à Paris-Nord, si vous y arrivez, on ne peut pas vous garantir qu'il y a un train pour Nîmes, parce qu'on a essayé de contacter le général de bord de la gare de Paris-Nord, mais celui-ci n'était pas encore en service. Je répète, le général de bord de la gare de Paris-Nord. Et donc, nous, c'est déjà une bonne étape. On descend un peu plus vers le sud. Paris, on arrive. On va dans le train. Alors voilà, là c'est Cocker. Nous sommes super amis, c'est un de mes meilleurs amis, et on prend des selfies. Je m'étais dit, à mon avis, il faut que je prenne des photos parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai bien fait. Donc voilà, on est dans le train Paris-Nord. On descend. Et maintenant, une nouvelle question se pose. Quand nous serons à Paris-Nord, comment on fait pour aller à Nîmes ?
Et donc, on commence à regarder sur Internet, est-ce qu'il y a quelque chose, et on réalise quelque chose. On ne peut pas, de Paris-Nord, aller à Nîmes. Pour aller à Nîmes, il faut prendre une autre gare. Il faut prendre la gare Paris-Gare de Lyon. Paris-Gare de Lyon, ce n'est pas juste à côté. Il faut faire un petit déplacement. Et donc forcément, on commence à se dire, ok, bon, quelles sont les options de déplacement? 2 options, le RER, donc les métros, les transports en commun, ou à pied. Et le timing où nous arriverons à Paris-Nord, on allait arriver, c'était plus ou moins 17h, en pleine semaine. RER, Paris, 17h, heure de pointe, une vingtaine de jeunes, fatigués, des gros sacs à dos, des animateurs. Moi, personnellement, j'étais plus pour l'option aller à pied. Au moins, je pouvais voir où étaient mes jeunes. Et quand on a regardé l'heure des trains qui partaient, en fait, il y avait quelque chose qui posait problème. C'était que de la Paris-Nord à Paris-Gare de Lyon à pied, c'est plus ou moins 1 heure. Mais le train qui partait à la direction de Nîmes, c'était moins d'1 heure. Et en tenant compte du déplacement et que les enfants sont fatigués avec les bagages, on savait qu'on n'y arriverait pas. Même s'ils sont préparés pour ce genre de situation, généralement, quand ils font des randonnées de 2 jours, c'est avec un petit sac à dos et une gourde, pas avec des vêtements pour une semaine. Et donc, l'option RER devient la seule option. Maintenant, nous sommes des petits Belges. Les transports en commun de Bruxelles, ok, on connaît. Mais les transports en commun de Paris, on ne connaît pas. Et on a un groupe d'une vingtaine de jeunes qui part avec nous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déplacer? Pendant qu'on descend direction Paris-Nord, le fils de Philippe Leduc, notre ancien responsable de département de jeunesse, qui est maintenant le secrétaire de notre union, a envoyé son fils prendre un autre train direction Paris-Nord pour qu'il arrive avant nous, pour qu'il achète tous les tickets, et qu'une fois qu'on arrive à Paris-Nord, on est juste à le suivre et rester en petit bloc pour être sûr d'arriver de l'autre côté. On arrive à Paris-Nord, très belle gare. J'ai mon petit groupe d'élite parce qu'on se répartit. J'ai mes 4-5 explorateurs que j'appelle mes petits poissons. Je crie mes petits poissons, vous me suivez. Ils entendent ma voix, il y a beaucoup de monde. Il y a un stress quand même qui est accumulé. Mais heureusement, on a notre guide qui nous déplace pour aller prendre le RER. On va dans le RER, 17h, la pointe. On rentre à l'intérieur, une humidité que je n'ai jamais ressentie depuis la dernière fois que j'étais au Mexique en 2022. Je transpirais, mais les contrôleurs au niveau du RER voient notre groupe, voient notre panique au niveau des yeux. Ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils nous font la place sur le bord du quai pour qu'on puisse être les premiers à entrer. On entre à l'intérieur, on sort, on arrive Paris-Gare de Lyon. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait à Paris-Gare de Lyon? Est-ce qu'on a notre train? Les enfants sont fatigués, une accumulation de stress est quand même présente. C'est l'après-midi, on est plus ou moins vers 17h30. On dépose nos affaires par terre, juste pour prendre de l'eau. Ah, tout de suite, elle va aller voir l'assistance. Elle entre dans une petite salle avec une longue file. Et quand elle entre, elle entend quelqu'un dire à côté « Toutes les personnes en direction de Nîmes, venez ici !» Elle y va tout de suite, elle est première dans la file. Et on lui demande « Voilà, vous êtes un groupe de combien ?»« Oh, un petit groupe d'une vingtaine de personnes. Ah, ça va pas être possible, il va falloir dormir sur place ou ailleurs et vous reviendrez le lendemain matin. » Et à côté, il y a un collègue qui dit « Vous avez des mineurs ?»« Oui, une vingtaine. » Elle dit « Ah, ils peuvent pas dormir. Il faut qu'ils partent dans le train qui part tout de suite. » Donc elle prend un post-it, elle écrit 24B, elle met le tampon et elle dit « Allez-y tout de suite, le train va partir. » Et donc nous, en l'extérieur de la salle, on se dit « Ah, on va pouvoir respirer. » Et on voit un rat. Avec une énergie, elle nous crie « Tout le monde debout, le train va partir, on prend ses affaires, go, go, go !» Donc on prend nos affaires. Vous imaginez les films où les gens courent à travers le train qui va partir? Même chose, mais vous multipliez personne par 20. Et donc on court, les barrières sont fermées, on monte le ticket pour dire « On peut rentrer », on nous ouvre la porte, on fonce dans le train. 2 minutes après, le train est parti, mais nous sommes à l'intérieur. La sensation est la même quand on l'a vécu sur place. Et donc, vous pouvez... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon teint de peau, il est un peu plus rouge, un peu plus humide. C'est tout ce qui s'est passé, c'était très physique.
Mais finalement, nous allons à Nîmes. Nous allons à Nîmes, 4h30 de train, mais on sait qu'on approche du bout. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai expliqué le trajet initial, qu'à 17h27, on arriverait à Nîmes. Bon, déjà 17h27, on oublie, mais après, on devait prendre un bus. Ce bus, c'était un bus qu'on devait partager avec les jeunes de Marseille. Et ensemble, on devait aller justement à Anduze. Bon, les Marseillais sont partis sans nous, de toute évidence. Et donc, nous, on doit quand même avoir un bus pour pouvoir partir depuis Nîmes à Anduze. C'est quand même plus ou moins 1h30 de trajet. Et donc, Philippe le Duc, pendant qu'on descendait de Lille à Paris, il nous appelle pour dire la compagnie de bus, il me demande d'avoir une heure précise, à quelle heure on peut vous récupérer, parce que ça ferme à 19h, donc si j'ai pas d'infos, il faudra que je fasse au hasard, parce que il faut que vous ayez un bus. Et nous, on lui dit, on a déjà vécu tellement de choses. On ne sait même pas si on aura un train à Paris-Gare de Lyon. Comment est-ce que tu veux qu'on te donne une heure précise, à quelle heure on arrive à Nîmes ? Et donc, il dit, on ne peut pas t'aider, on aimerait bien te donner une heure, mais on ne saura pas si on arrivera à temps. Et donc, Philippe le Duc est obligé de donner une heure approximative pour qu'on ait un bus. Il a donné 22 heures comme timing à quelle heure on arriverait. Vous savez à quelle heure on est arrivé à Nîmes ? À 22 heures. Nous sommes arrivés à 22 heures, très très belle gare, c'est ma préférée. À la gare de Nîmes, le bus est devant la gare, il nous attend, une climatisation. On prend une photo de victoire avec les jeunes, même si on sait qu'on n'est pas encore arrivé. Nous entrons dans ce bus, et plus ou moins vers minuit, on arrive au Camporé au Moulin de l'Hérold. Il faut savoir que pendant tout ce trajet, on avait les responsables qui étaient un peu en stress parce que forcément, un groupe d'une vingtaine et tout ça, c'est toute la Belgique qui vient au Camporé. Le programme devait commencer le soir même. Ils ont annulé le programme du soir pour qu'on puisse commencer le lendemain matin, afin que les Belges puissent être là. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je pense que c'est important qu'elle soit entendue comme un témoignage. Pendant ce voyage vers le Camporé, nous avions un plan très très précis. Nous avions prévu des horaires, des trains, des transferts. Tout semblait sous contrôle au niveau du papier, comment c'était prévu. Mais à chaque imprévu, Dieu nous a rappelé une chose. Notre sécurité, notre réussite ne repose pas sur notre organisation, mais uniquement sur lui. À chaque étape, Dieu a placé les bonnes personnes pour qu'on puisse aller au Camporé. Ce n'était pas un hasard qu'il y avait un contrôleur qui nous dit d'aller à Gand au lieu d'aller à Nîmes. Ce n'était pas un hasard que le manager de la gare ait été tout de suite nous voir et nous ait rajouté un wagon pour nous. Ce n'était pas un hasard que le fils du pasteur était disponible pour descendre sur Paris et nous mener à Paris-Gare de Lyon. Ce n'était pas un hasard que les agents de sécurité étaient présents sur place pour nous permettre d'entrer directement dans le RER en première place. Ce n'était pas un hasard que Philippe le Duc ait dit 22 heures. Rien de tout cela n'était du hasard. La foi chrétienne ne consiste pas à uniquement comprendre le plan de Dieu. Elle consiste à faire confiance au Dieu qui a le plan. Parce que nous voyons seulement la prochaine étape alors que Dieu voit le bout du voyage. Alors peut-être que certains d'entre nous en ce moment sont en train de vivre une saison difficile, on ne voit pas forcément la direction du chemin. Peut-être que vos plans ont changé, peut-être que vous ne savez pas où est-ce que Dieu vous conduit, mais la promesse de Dieu reste la même. Vous savez ce qui rend beau cette histoire que je vous ai partagée ? C'est que forcément, sans la main de Dieu, nous ne serons jamais arrivés au Camporé. Mais on n'aurait jamais eu l'occasion de voir 5 de nos jeunes se faire baptiser et suivre Dieu durant le reste de leur vie. Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas encore la route, tu ne vois pas encore la route, Dieu est déjà en train de préparer le chemin pour toi. Que Dieu vous bénisse. Chantez ensemble ce cantique. Toi, on a les fesses. Léger, 424. Ô
Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, il est difficile pour nous de comprendre des fois ce qui nous arrive, nos vies, nos plans, nos projets. Mais nous savons, Seigneur, que si nous reposons cela entre tes mains, tu promets de grandes choses pour nous. Puisses-tu nous permettre de placer toute notre confiance, une confiance totale, une confiance d'amour à toi, Père. Celui qui prépare notre route, qui bien les obstacles, nous l'éclaircit, nous la rend droite. Je te demande de bénir cette Église, qu'elle puisse sentir ta présence et ton amour, et que par nos actions et par notre manière d'être, nous puissions faire briller ta lumière. C'est en priant en ton Fils Jésus. Amen. Chapitre 43, Ésaïe. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint Israël, ton Sauveur. Ne crains rien, je suis avec toi. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde. En son nom. Amen. Bonne semaine à vous.